Allez, deuxième table ronde de la journée. Gwenaëlle. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à nos amis internautes qui nous rejoignent pour cette deuxième table ronde de la journée. Donc, nous allons continuer à dérouler le fil rouge, réinventer le management. Et là, le focus va se faire sur la nouvelle génération et la valeur travail. Alors, vu qu'on est dans une faculté d'économie, je vais tout de suite faire un petit point de précision. La valeur travail, nous, on va l'entendre comme la nouvelle génération et le rapport au travail, et non pas la valeur au travail telle qu'elle a pu être théorisée par Adam Smith et ses collègues. Cela, c'est vraiment la nouvelle génération et son rapport au travail que nous allons interroger. On a senti sur la première table ronde qu'il y avait des sujets, des spécificités. C'est ce qu'on va interroger et voir avec nos différents intervenants. Voilà, ce petit cadrage étant fait, on peut se dire que le sujet de la nouvelle génération et des attentes du rapport au travail est un sujet certes actuel, on entend beaucoup parler. Pour autant, c'est un sujet qui est récurrent, puisque dans les années 60 déjà, on en parlait. Et Douglas MacGregor, qui était à l'époque professeur au MIT, avait déjà des travaux de recherche qui montraient qu'en fonction de sa génération, on exprimait des attentes différentes envers le travail. Donc aujourd'hui, dans nos entreprises, 3 générations cohabitent, la X, la Y et les Z. Alors, il est communément admis que la génération X, c'est la génération qui est née entre 60 et 79. Alors, je n'ai pas tout appris par cœur, je me permets de lire mes notes pour catégoriser les générations. La génération Y, c'est celle qui est née entre 80 et 95. Et la génération Z, c'est celle qui est née à partir de 1995 et qui, aujourd'hui, en France, représente à peu près 16 millions d'individus. Donc, on va s'intéresser à cette génération Z. On en entend beaucoup parler. Il suffit de taper génération Z sur un moteur de recherche et vous avez quelques milliers d'articles qui sortent. Du coup, on sent qu'il y a un sujet. Mais qu'est-ce qui exprime cette génération Z de si différent des autres générations ? Quelles sont ses attentes ? On parle même de bouleversement par rapport au travail, aux attentes par rapport aux conditions de travail également. Et c'est ce qu'on va explorer tous les 4 ensemble ce matin avec vos contributions, puisque je rappelle que vous pouvez poser des questions à l'issue des présentations. Donc, on va axer cette table ronde sur vos retours d'expérience, bien sûr, ce que vous expérimentez au quotidien avec vos équipes. Donc, 3 intervenants qui nous font l'honneur et le plaisir d'échanger avec nous ce matin. Merci à vous 3 d'avoir accepté notre invitation. Donc, une brève présentation. Tout d'abord, Emmanuel Abord-de-Châtillon. Vous êtes professeur des universités à l'Université Grenoble-Alpes. Professeur en management, notamment à l'Institut d'administration des entreprises. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Et vous dirigez également la chaire management et santé au travail. Voilà. Merci de votre présence. Géraldine, vous êtes RH et en charge des projets olympiques et paralympiques chez JL Events Live. Donc votre carrière, vous, elle est vraiment axée sur l'humain. Vous occupez différents postes de RH tout au long de votre carrière. Et puis, voilà, vous avez à cœur aussi de transmettre vos valeurs dans le travail. Vous êtes aussi également sportive de haut niveau. Et ces valeurs aussi qu'on retrouve dans votre management au quotidien. Et puis Fabrice Boutet, directeur général de la SATA, donc qui regroupe les domaines de l'Alpe d'Huez, la Grave et des Deux Alpes, qui me confiait manager depuis quelques 30 ans, être passionné de management. Et tout à l'heure, ça fait mal, ouais, mais c'est pas grave. Et qui me confiait tout à l'heure que le sujet du management était quand même le sujet prioritaire, puisqu'avant de développer une stratégie, il fallait des forces vives aussi pour la mettre en œuvre. Donc, merci à vous 3. Comme pour la précédente table ronde, les interventions vont commencer par vos analyses et vos partages. Et on commence, s'il vous plaît, avec vous, Emmanuel. Merci. 7 minutes chrono. Bon, bonjour à tous et merci de votre invitation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis probablement un voisin très proche. Mon bureau donne à vue sur la Massy. Donc vraiment, je pense que c'est plus difficile pour beaucoup d'être plus proche que moi.
Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais avoir une position un petit peu particulière dans la discussion qui nous intéresse. C'est de vous dire que j'ai quelques problèmes avec la notion de génération. Ce que je voudrais vous dire, c'est on connaît les lieux communs qui sont à l'affiche, là, de ce diaporama. Vous les avez tous entendus. Les jeunes d'aujourd'hui veulent plus travailler, ils veulent de la souplesse, ils veulent pas s'engager, etc. On les connaît tous, ces lieux communs. Mais quand je les regarde clairement, je me pose la question, finalement, est-ce que moi, je ne suis pas exactement pareil? Et si je regarde dans le détail, eh ben, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler? Ben, moi, je suis pareil. Est-ce que je veux de la souplesse? Pareil. Est-ce que je veux consacrer du temps à des causes importantes? Oui. Oui, tout à fait. Ça ne veut pas dire que je le fais, hein, mais je voudrais bien le faire. Est-ce que j'ai pas envie de dépendre d'une hiérarchie? Ben non, je n'ai pas envie non plus de dépendre d'une hiérarchie. Est-ce que j'ai envie d'obéir? Ben non. D'ailleurs, je ne le fais pas trop. Et donc, quand je me pose la question des effets de génération, je me dis, finalement, je suis resté très jeune. Ou alors, c'est que l'idée de génération ne fonctionne pas. Hein, au moins au travail. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est la question du travail et la question des générations. Donc, globalement, ce que je voudrais vous dire, c'est que, voilà, je ne crois pas aux effets de génération. Pourquoi? La première dimension pour moi qui est importante, c'est de dire, dans l'entreprise, il y a un mécanisme qui est très fort, qui s'appelle la socialisation. Et dans l'entreprise, les gens arrivent les uns après les autres. Et on sait que ce pouvoir de la socialisation est extrêmement fort dans tout groupe social. Donc il y a une parabole bien connue qui est celle des singes, qu'on enferme dans une pièce avec une échelle et un régime de bananes en haut de l'échelle, et lorsqu'il y a un singe qui monte, on les arrose. Et puis au bout d'un moment, bah, qu'est-ce qui se passe? Les singes comprennent qu'il ne faut pas monter l'échelle, et s'il y en a un qui monte l'échelle, les autres lui cassent la gueule. D'accord? Ils n'ont pas envie d'être arrosés. Et puis ensuite, on enlève un singe, et puis on le remplace par un nouveau. Et le nouveau essaye de monter à l'échelle, et les autres lui cassent la gueule. Et puis on change tous les singes. Mais chaque nouveau singe qui arrive et qui veut monter à l'échelle se fait casser la gueule. Même si on arrête de les arroser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'entreprise, pour moi, les générations vont arriver les unes après les autres. Donc ils vont être comme les singes et ils casseront la gueule des autres, ou ils se feront casser la gueule, on va voir. Mais à peu près de la même façon. Cette parabole, elle a été expérimentée en psychologie sociale. Et on a vu que c'était à peu près la même chose avec les humains qui attendaient dans une salle d'attente. Hein, on avait à peu près les mêmes types de mécanismes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les représentations managériales des effets de dégénération, et notamment de la jeunesse, elles sont biaisées par le fait que les représentations de ces managers elles-mêmes sont biaisées. Elles sont biaisées pour une bonne raison, c'est qu'ils sont dans des relations de pouvoir qui sont différentes de celles qui étaient la leur quand ils sont rentrés dans l'entreprise. Mais elles sont biaisées aussi par le fait que leur posture, leur position et leur situation par rapport à cette jeunesse n'est plus du tout la même. Donc, ils ne sont pas du tout symétriques de leur arrivée dans l'entreprise. Et puis, ils sont alimentés par un phénomène qui est très important, qui est l'idée du « c'était mieux avant ». Alors, tu as parlé des années 60, mais je crois que c'est Aristote qui disait « vous vous rendez compte, avec les jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va advenir de notre société ?» Bon, ben, on voit, c'est le bordel, oui, mais bon, est-ce qu'il a eu raison trop tôt ou trop tard, hein? C'est encore autre chose. Mais cette idée-là, elle est très puissante. Pourquoi c'était mieux avant? Ce qu'on entend, c'est tout simplement parce qu'on a une préférence très importante pour nous souvenir des événements positifs et rejeter ceux qui sont négatifs. Est-ce que c'était vraiment mieux avant? J'en sais rien, et je ne pense pas, a priori, forcément. Sur les différentes générations YZ, on a une étude qui a été très bien faite, qui est celle de François Pichot et de Pliers, qui date maintenant un petit peu, mais qui nous montrait très bien que globalement, il n'y a pas d'effet de génération. Il n'y a pas d'effet de génération. Ce qui reste, il y a des différences qui restent, et ces différences qui restent, c'est plutôt des effets d'âge. Et il faut faire une différence entre les effets d'âge. Bah oui, comme moi, quand vous auriez 59 ans, puisque c'est la question que me posait le collègue, quel âge as-tu? J'ai 59 ans. Mais quand on se pose la question de dire, ben voilà, est-ce que je vois le travail,
est-ce que je vois les jeunes générations de la même manière que je les voyais quand j'avais 25 ans? Certainement pas. Mais je pense que c'est le global qui a évolué. C'est-à-dire que c'est notre modèle global de rapport au travail qui a évolué. Traditionnellement, on était dans un modèle que moi j'appelle modèle de l'engagement. Et vous voyez que ce modèle de l'engagement, il repose sur quoi? Il repose sur un investissement réciproque. Je consacre du temps, de l'énergie, mes soirées au fonctionnement de l'entreprise, en échange de quoi? En échange d'une carrière, d'une rémunération et d'un engagement de l'entreprise dans le temps à mon égard. Et puis on a un phénomène, alors on l'illustre généralement à travers la citation de Laurence Parisot il y a une douzaine d'années, une quinzaine d'années, et qui nous disait, moi je dis que c'est la fin du bal, hein. Oh, vous savez, en fait tout est précaire. L'amour, le travail, tout est précaire. Donc si on dit que tout est précaire, eh ben, ça veut dire que la contrepartie du modèle de l'engagement, elle n'existe plus. Et si la contrepartie du modèle de l'engagement n'existe plus, tout le monde le perçoit de la même manière. Donc si on restait dans ce modèle-là en disant, oui, continuez à être fidèle dans l'entreprise, continuez à vous dépenser sans compter, à passer du temps, etc. Ah mais en revanche, je voulais vous dire, il n'y aura pas d'autre contrepartie. Le deal n'est pas bon. Et tout le monde l'a compris. Ce qui fait qu'en fait, c'est un nouveau modèle de rapport au travail qui, à mon avis, s'installe. Et ce rapport, il est un petit peu différent. Pour moi, on est dans un modèle plus contractuel. Et dans ce modèle contractuel, en fait, il y a un raccourcissement des temps. On n'est plus dans une relation de longue durée dans le rapport au travail, on devient dans un rapport de courte durée. Et ce rapport de courte durée, il est forcément plus contractuel. Alors on peut y voir des avantages ou des inconvénients, et il n'y a certainement pas que des avantages à cette situation-là, mais on voit bien que l'idée que des chiffres que nous a donné Nico en début de période, il nous parlait de l'augmentation des démissions et du turnover, ça s'inscrit dans ce cadre-là. Désormais, la relation au travail, elle est plus ponctuelle, elle est plus immédiate, et elle est plus dans l'échange de ce qui peut se passer. Donc voilà, moi c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous dire que cette question-là, elle est importante. Merci, je ne mettais pas le micro assez près. Voilà ce qui est un problème. Surtout pour ceux qui veulent entendre. Voilà. Mais voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous m'avez entendu malgré tout correctement. Donc voilà. Merci Emmanuel, merci. Géraldine, je vous laisse enchaîner s'il vous plaît. Je vais essayer de garder le micro collé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais faire comme Emmanuel, je vais vous remercier déjà pour l'invitation. Je vais regarder ici aussi, Nico, pour ne pas me tromper, ou devant. Je remercie aussi Florian Villaume, qui était en fait un ancien étudiant, qui est aujourd'hui directeur de projet au sein de GL Events. Et je crois que là, j'ai appuyé sur le bon bouton. Oui, super. Donc Géraldine Bonin, moi, je suis donc de la génération Y, me semble-t-il, du haut de mes 35 ans. Je suis donc responsable ressources humaines au sein de GL Events, un groupe qui travaille actuellement sur les Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. L'idée, c'est de vous en parler quand même un petit peu au début de ces 7 minutes d'intervention pour axer ensuite le sujet autour un peu du recrutement, de la nouvelle génération dans le cadre du recrutement et de nos travaux RH. Donc très rapidement, le groupe GL Events, son fondateur est aujourd'hui le président. Le groupe a plus de 40 ans. Donc c'est une personne qui ne vient pas de la génération Y, mais qui est pour autant très proche des jeunes, ni de la génération Z, mais qui est proche des jeunes de la génération Z aussi. Il s'est entouré de 2 de ses amis à l'époque pour, je suis sur le bon slide, pour construire en fait cette entreprise au niveau national et international. C'est aussi un groupe de plus de 3000 collaborateurs, voire même 4000, proche des 5000 aujourd'hui, qui reste finalement assez familial, avec ses enfants dans le groupe aussi, peut-être demain ses petits-enfants. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Puisque ce qu'on rencontre actuellement de tous les collaborateurs en fait, qui veulent intégrer le groupe, ou des candidats qui veulent intégrer le groupe, eh ben, on est aux côtés d'une multitude de générations, d'une multitude de profils, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Et donc, le pôle s'est étendu à l'international après une multitude d'événements, et notamment d'événements sportifs. Si on prend une Coupe du Monde de foot,
à l'époque de la Coupe du Monde de foot qui s'était passée au Brésil, GL Events s'est implanté au Brésil. Et c'est là que je vous présente en fait GL Events Venues. C'est la gestion d'un réseau de 57 sites événementiels en France et à l'international. Donc c'est un petit peu plus de 1000 collaborateurs. Ensuite, vous avez le pôle Exhibition. Donc là, c'est plutôt les différents salons, de la conception à l'organisation du salon. Et là, c'est plus de 550 collaborateurs. Et puis, comme partout, pour qu'un événement se produise, il faut qu'il vive. Et il faut qu'il vive dans son temps. Donc on se rend compte, moi, quand je suis arrivée dans le groupe en 2018, donc ça va faire un peu plus de 5 ans, si je ne dis pas de bêtises, finalement, au moment où j'arrive, on n'était pas à la pointe des nouvelles technologies encore dans le groupe. Alors qu'en fait, c'était quand même en 2018. Et puis, la Covid est arrivée aussi à ce moment-là. Et puis, il a fallu avoir le rebond pour le groupe. Et pour le rebond, vraiment l'implication de la génération Z, l'implication de cette faculté qu'ils ont tous à manipuler très rapidement les outils, la nouvelle technologie, à être innovants, à partager leurs idées, nous a beaucoup servi. Donc GL Events Live, c'est plus de 14 métiers, donc tout le cycle de vie d'un événement. C'est finalement quand vous avez besoin d'organiser une Coupe du Monde de ski, et bien finalement pour l'organiser, il faut ces 14 métiers. Il faut de la signalétique pour les gens qui arrivent, il faut des gens qui accueillent, il faut des collaborateurs finalement qui mettent du son, qui mettent de la lumière comme aujourd'hui. Donc tout ce qui fait qu'un événement comme celui d'aujourd'hui se tient, vous avez toute une multitude de métiers et d'acteurs. Une fois que je vous ai dit ça, c'est la même chose pour les Jeux Olympiques. Et donc là, on est clairement confronté, ou en tout cas aux côtés de cette génération Z. Pourquoi je vous dis ça? Puisqu'aujourd'hui, GL Events, c'est un groupe qui est sur plus de 4 contrats avec Paris 2024, donc le comité des Jeux Olympiques. Et pour GL Events, c'est plus de 500 postes. Et je crois que c'est toi, Emmanuel, qui disais tout à l'heure, le rapport au travail peut être aussi ponctuel. Effectivement, pour livrer les Jeux Olympiques, on ne va pas pouvoir, en tout cas, créer 500 postes en CDI. Par contre, on va devoir s'entourer d'une multitude d'acteurs, toutes générations confondues. Et on va aussi contractualiser d'une manière un petit peu différente qu'habituellement. Et en fait, c'est plutôt pas mal pour la génération Z, puisqu'on est confronté aujourd'hui à une génération, alors confronté, ça fait plusieurs fois que je le répète, mais je dirais plutôt exposé ou accompagné par ces jeunes qui ont envie de bosser. Moi, je suis dans mon quotidien, je rencontre des jeunes qui ont envie de bosser, qui sont motivés, qui ont plein d'idées. Par contre, c'est vrai que le côté ponctuel ne leur fait pas peur. Et donc, du coup, je vais pouvoir rencontrer tout un tas de jeunes qui vont me dire « Et moi, je suis super intéressée par le projet des Jeux Olympiques. » Par contre, je me rends compte aussi que ce qui ne leur fait pas peur, c'est l'inconnu. Et donc, ils arrivent devant nous, les ressources humaines ou les opérationnels. Je prenais l'exemple de Florian, qui est notre directeur de projet, qui implique beaucoup de jeunes. Mais finalement, ils sont vraiment moteurs et motivés pour apporter leur polyvalence, leur agilité. Et c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire avec ces quelques termes. Donc, de nouveaux parcours scolaires, oui, on en a beaucoup. On a des parcours professionnalisants, universitaires et internationaux. Aujourd'hui, moi, quand j'étais à la fac de droit, j'avais pas tellement la visibilité de l'international comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les jeunes que je rencontre, ils ont soit fait une année de césure, soit ils me disent, moi j'ai démarré depuis 2 ans mon alternance, par contre la 3e année, j'ai envie de partir à l'international. En fait, c'est génial pour nous, parce qu'aujourd'hui, déjà, il y a les parcours accompagnent l'international, et puis on a besoin en tout cas de cette diversité de culture aussi. Donc c'est assez moteur pour un groupe comme l'événementiel, et je suis convaincue en tout cas que c'est moteur pour tout un tas d'entreprises. La polyvalence, elle est omniprésente, c'est ce que je vous disais. On a des jeunes, soit ils arrivent, ils nous disent, bon, voilà, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait une école d'ingé, j'ai fait un BTS communication, marketing, on en a beaucoup, mais finalement, l'opérationnel, ça m'intéresse. J'ai envie d'être sur le terrain, j'ai envie de faire de la logistique, ou j'ai envie de tirer des câbles. Et en fait, on se rend compte que dans le monde du grand projet, on peut avoir un parcours universitaire, on peut avoir cette génération Z qui a fait un parcours à l'international et qui finalement apprend de collaborateurs fidèles au groupe qui ont plus de 25 ans d'ancienneté, mais qui finalement, sur la partie opérationnelle, partagent leur expertise aux jeunes d'aujourd'hui, qui ont envie d'apprendre du terrain aussi.
j'ai fait le choix pendant mon partage ou ma présentation sur laquelle il me reste 10 secondes, plutôt vous prendre des exemples opérationnels, puisque je ne conçois pas en tout cas ma fonction de ressources humaines sans comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et je trouve qu'on est nourri par le terrain. Qu'on ait 25 ans de boîte, 10 ans de boîte ou 6 mois de grands projets internationaux, on nourrit au quotidien le terrain par nos partages d'expérience. Donc des méthodes de recrutement agile, c'est ce que j'avais un petit peu envie de vous partager avec ces exemples-là. Vous avez évoqué, et Emmanuel l'a bien dit, les nouvelles attentes engagées, et lors de la table ronde précédente aussi, l'aspect environnemental, l'aspect RSE, l'aspect sociétal est très présent, avec finalement un aspect très opérationnel aussi. En tout cas, c'est ce que je rencontre dans mon quotidien. Et pour autant, je voulais ouvrir la fin de mon intervention sur le fait que je trouve qu'aujourd'hui, ces jeunes, ils ne sont pas du tout fermés parfois, à un cadre, à un accompagnement. Et pour eux, c'est clé. C'est vrai qu'ils ne sont pas du tout non plus fermés au process, aux méthodes, en tout cas dans l'entreprise. Mon partage d'expérience, c'est celui-ci que j'avais aussi envie de vous faire, c'est que même si on dit que la génération Z, c'est plein d'idées, c'est ponctuel, bien sûr, dans des entretiens, parfois, on peut être surpris, ou ils ont toujours le téléphone à la main, et pour autant, quand on leur écrit, parfois, 3 heures plus tard, on n'a toujours pas de réponse. Donc voilà, c'est des exemples très concrets, où des fois, on se dit, mais c'est quand même pas possible. Ou alors, on n'a pas de nouvelles à un entretien, ou alors, on leur demande si pendant un entretien de recrutement, ils ont préparé l'entretien. Ah ben non, mais c'est pas grave. Parce que finalement, on s'adapte, on les accompagne, et je pense que ça nous permettra, en tout cas, d'explorer peut-être certaines pistes auxquelles on n'aurait pas pensé, ou nouvelles en tout cas. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vous remercie. Merci beaucoup. À vous, Fabrice. Il n'est pas utile que je vous rappelle le chrono. Je n'ai pas commencé, alors j'ai bien compris. Bonjour à tous et merci de cette invitation, merci de cette volonté de partage. Pour nous, c'est important. Donc moi, je suis plutôt, avec beaucoup de pudeur, en début de la génération X. Vraiment le début. Donc l'idée aujourd'hui, c'est un petit peu de partager une expérience, partager quelques convictions et puis aussitôt aussi de partager avec vous, j'allais dire un peu les pistes qu'on explore, parce que la vérité dans le management, c'est quelque chose d'assez compliqué, on s'en rend compte, ça fait quelques années. Alors rapidement, une petite photo de ce qu'est le groupe SATA Group. C'est 3 grandes destinations, c'est 1100 collaborateurs, donc déjà ça nous bouscule. C'est 130 métiers à l'intérieur de ces 1100 collaborateurs. Donc là aussi, les vérités, elles ne sont pas toutes les mêmes partout. Et je pense qu'il faut vraiment s'approprier cette capacité à être agile en se disant que la vérité pour un pisteur, la vérité pour quelqu'un sur les remontées mécaniques ou pour un électricien ou pour de l'administratif, elles ne sont pas toutes les mêmes. Et donc c'est à nous aussi, entreprise, d'avoir une vraie adaptation. Et c'est quelque chose qui a quand même beaucoup changé. Je me rappelle, moi, ma première embauche, on disait merci à l'entreprise de nous avoir sélectionnés. Maintenant, souvent, on dit aux collaborateurs merci de nous avoir rejoints. Et ça, c'est vraiment une transformation qu'il faut savoir prendre en compte. Et je trouve ça super important. Alors, derrière tout ça, il y a plusieurs métiers, comme vous l'avez vu. Il y a de l'event, de l'immobilier, il y a de la restauration et évidemment les domaines de montagne et tout l'aménagement. Mais c'est surtout ça qui est important. J'ai entendu parler tout à l'heure de raison d'être. Et je pense que sans raison d'être, on a beaucoup de mal à faire exister nos entreprises. Et nous, notre job, ce n'est pas de faire des remontées mécaniques. Notre job, c'est de développer un territoire de montagne ou des territoires de montagne. Et donc ça, déjà, c'est un projet. Et ça devient presque un projet de vie pour nos collaborateurs quand on les rencontre et quand on veut les recruter. La deuxième chose, c'est évidemment une stratégie qui vient derrière, et c'est effectivement cette notion de domaine de montagne unique au monde. Comment faire que ce que l'on trouve chez nous, on ne le trouve pas ailleurs. Ça, on est vraiment dans la partie, j'allais dire, très commerciale, mais aussi dans la partie rêve que l'on vend à nos collaborateurs. Et je pense que le rêve doit faire aussi un petit peu partie de cette façon de choisir une entreprise. Elle nous fait un peu vibrer, elle nous challenge, donc c'est quelque chose qui doit nous intéresser. Et puis ensuite, c'est les valeurs de l'entreprise. On en a parlé tout à l'heure. Et les 3 mots ont été cités dans toutes les interventions. La notion de transparence. On doit créer le climat qui fait qu'il y a de la transparence entre nous. La notion de confiance. Il n'y a pas de tabou. On peut se dire les choses. Mais tout ça, ça se fait dans la 3e valeur, dans le respect, dans l'intégrité de chacun de nos collaborateurs. Alors,
Effectivement, je suis d'accord. Il n'y a pas une question que de génération. Il y a vraiment une question de la vie évolue, on évolue. Je n'irai pas jusqu'à Aristote parce que j'ai un peu perdu le fil de l'histoire entre Aristote et nous. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, la vie, elle évolue, les choses changent et on se doit, une fois de plus, de s'adapter. Alors quand nous, on recrute, on est plus sur un projet de vie. Parce que vivre en altitude, vivre en montagne, je vous conseille l'Alpe d'Huez ou les deux Alpes au mois de septembre, au mois d'octobre, je vous conseille d'être en forme. Parce qu'à part vous, il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a pas de vie. On voit les stations de ski, on voit les destinations de montagne été comme hiver, avec le monde, avec les touristes. Mais quand il n'y a plus que nous, et qu'on est dans l'entretien, qu'on est dans la vraie vie de tous les jours, et que, je dois l'avouer, même à l'île au soleil, il pleut en octobre et il pleut en novembre, il faut véritablement vendre autre chose. Et donc c'est plutôt un projet de vie qu'on essaie de vendre, avec de la profondeur. Qu'est-ce que c'est que s'installer en famille en altitude? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les services publics? C'est quoi les écoles? Donc il y a tout un environnement qui se met autour. Et là, on arrive à accrocher un certain nombre de choses. La deuxième chose, c'est une vision d'évolution. Aujourd'hui, je rentre comme électricien, je rentre comme pisteur, mais demain, j'ai 130 métiers dans l'entreprise. Qu'est-ce que je peux être capable de faire? Cette notion de contrat, chez nous, ce n'est pas tellement sur la durée de vie dans l'entreprise, mais sur la capacité à faire plusieurs choses dans l'entreprise et à vivre l'entreprise différemment. C'est aussi les missions. Les missions, elles changent. Elles changent en fonction des météos, elles changent en fonction des évolutions aussi de ce qu'attendent nos clients. Donc, il y a véritablement quelque chose qui est important. On a l'entreprise citoyenne, encore plus dans les domaines de montagne, et vous savez qu'on est attaqué par tout le monde. Donc, on prend soin de notre écosystème, on prend soin de la biodiversité, parce que c'est notre fondement. Et globalement, là aussi, avec nos générations, c'est un travail que l'on doit faire d'information, de formation et de travailler le comportement par rapport à cette entreprise citoyenne. Et puis aussi de leur donner une vraie vision du futur de l'entreprise citoyenne. Qu'est-ce que ce sera demain? La neige de culture, c'est quoi? Non, c'est pas moche, c'est de l'air et de l'eau. Et pourquoi? Et ça tient à la biodiversité dans les vraies périodes où la neige doit rester. Et c'est aussi retenir l'eau en altitude, parce que c'est ce que faisaient nos anciens. Eh bien, on retient l'eau en altitude pour la redonner au moment où, effectivement, on doit la redonner. C'est toutes ces choses-là sur lesquelles on doit, nous aussi, convaincre, peut-être différemment d'autres entreprises, mais dans l'entreprise citoyenne, c'est quelque chose sur lequel on doit beaucoup travailler. Et on travaille énormément sur ces choses-là. Alors, ça ne se fait pas sans les managers. Entreprise libérée, tout ce que j'ai pu entendre tout à l'heure, à 200% pour, mais ça ne se fait pas sans les managers. Ça ne se fait pas sans que nos managers soient impliqués à 100% dans ce sujet pour que l'information, la formation, le contact ne se coupe jamais. En fait, quand vous avez 1100 collaborateurs, ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, je ne parle pas des 5000, mais sur les 1100, on a 750 saisonniers. Comment faire vivre l'entreprise dans leur tête pendant 12 mois alors que la plupart travaillent que 6 mois avec nous? Et ça aussi, c'est un enjeu. Donc ça veut dire que quand ils nous quittent et qu'ils vont faire un autre métier, nous, notre travail, c'est de les fidéliser et de dire dans 5, 6 mois, 4 mois, ça dépend des métiers, tu vas revenir chez nous. Et donc, on se doit d'avoir un lien permanent, génération ou pas génération. Mais c'est véritablement de se dire, j'ai un attachement, j'ai un sentiment d'appartenance qui fait que cette entreprise fait la différence avec d'autres. Et ça, pour nous, c'est super important. Alors, Sata Group, c'est d'essayer de fidéliser dans le temps. On a des gens qui ont 35, 40 saisons avec nous. Et puis, il y a des tout nouveaux qui arrivent et qui se disent, comment tu as pu faire 35 saisons? Et puis, 10 ans plus tard, ils se disent, ça fait déjà 10 saisons que je suis là. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un travail qui doit être fait dans le fond et non pas forcément que dans ce qu'on va apporter. Et donc, le développement durable, c'est quelque chose de fondamental dans une entreprise. On se doit de faire de l'économique. C'est une obligation. Derrière, ça nous permet de faire du vrai social. On travaille sur les logements, on travaille sur leur capacité à pouvoir avoir le salaire qui correspond à la vie en station. Parce que là aussi, on est dans des stations qui, effectivement, sont plutôt, chères à tous les niveaux. Et puis, ça veut dire que si on veut prendre soin de l'environnement, il nous faut des moyens. Et donc, c'est exactement comme ça que l'entreprise se construit. Et c'est comme ça qu'on le partage avec chacun de nos collaborateurs et comment on va être capable de pouvoir le partager avec eux. Alors, quand on a la raison d'être, quand on a cette stratégie, quand on a un projet d'entreprise qui s'appelle E.ON, E.ON, c'était la mise en place d'une marque label qui nous permet d'avoir un lien entre tous nos collaborateurs. En fait, quand vous vivez à l'Alpe d'Huez et vous arrivez aux Deux Alpes, vous n'êtes pas accueillis, en fait, vous prenez des cailloux dans les voitures, ce qui est normal. On a tous été élevés les uns contre les autres depuis qu'on est gamin, ce qui est la logique des montagnes, en fait, c'est un petit peu le joke, mais c'est un peu ça.
Eh bien, on s'est dit, on ne va pas s'appeler SATA. SATA voulait dire Société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez. Vous arrivez à la Grave ou aux Deux-Alpes, vous n'êtes pas accueillis. En revanche, Eon, ça veut dire pour l'éternité, en latin. Alors, je sais que tout le monde a fait du latin, donc ça me permet d'aller très vite sur ce sujet, mais ça veut dire que, grâce à Eon, ça veut dire que chacun d'entre nous travaille pour celui qui viendra derrière nous. Et ça, c'est super important aussi, en termes de projet d'entreprise, de travailler sur la considération, de travailler sur la facilité de vivre l'entreprise, de travailler sur la capacité à vivre bien l'entreprise, et tout ça dans la notion de RSE, de cette responsabilité sociétale de l'entreprise. Et donc, tout ce que l'on met en place est fait pour que ce soit construit de la raison d'être jusqu'à l'acte, j'allais dire jusqu'à l'acte de chacun d'entre nous, des 1100 collaborateurs en fonction du temps qu'ils passent dans l'entreprise. Moi, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Merci. Merci Fabrice. Merci à tous les trois pour vos partages d'expérience. Donc, ce qu'on peut aussi retenir, c'est qu'il y a souvent de la méfiance envers les plus jeunes de la part des plus anciens dans la structure, et peut-être particulièrement en France. Chaque génération a aussi ses stéréotypes, et en fait, ce qu'on peut retenir de vos propos, c'est que l'idée que cette génération est peu encline au travail, c'est totalement faux. Elle a très envie de travailler et de collaborer, mais de manière différente. Et à plusieurs reprises, le mot cadre a été cadre, dans quel cadre on travaille, a été comment dirais-je, prononcé ce matin. L'absence de cadre, on a compris que c'était peu productif dans une entreprise, que voilà, il fallait quand même quelques règles. Mais comment on fait pour avoir un cadre plus souple? Comment on adapte concrètement son cadre quand on est justement, qu'on dirige 1100 collaborateurs ou 5000? Bon, alors j'y vais. Alors, déjà, on parlait du projet d'entreprise, donc ça veut dire que quand on respecte les 3 valeurs de transparence, de confiance et de respect, c'est obligatoirement quelque chose qui doit se vivre. Ce n'est pas juste des mots, il faut que ça se vive et que ça se vive au quotidien. Et on a mis en place des entretiens individuels avec l'ensemble des collaborateurs. Chaque collaborateur a un entretien individuel avec son équipe, et en même temps, ce qu'on appelle des temps de management collectif, où toutes les semaines ou tous les mois, en fonction de la disponibilité, puisque quand vous avez des pisteurs qui sont partout sur les domaines, pour les réunir, c'est très compliqué. Donc, on a toutes ces remontées qui se font avec le management. Donc, on forme les managers à cela pour que chacun puisse exprimer en bugne à bugne, mais aussi en même temps au niveau d'un travail collectif, parce qu'il y a toujours celui qui n'osera pas, et il y a celui qui va parler à la place d'homme et qui va permettre à l'autre aussi peut-être de s'exprimer. Donc ça, c'est déjà cette première chose. Et la deuxième chose, pour notre part, on est dans un cadre très réglementé. La sécurité, toute la partie, que ce soit sur les pistes, que ce soit en montagne, que ce soit sur les remontées mécaniques, on a le travail en hauteur. Enfin, on vient multiplier la réglementation. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à avoir un cadre qui encadre le bien-être du collaborateur. Et là, c'est là qu'on fournit des EPI qui sont adaptés. C'est là qu'on travaille les matières des vêtements de travail pour qu'ils soient en souplesse et haute et qu'ils ne soient pas mis en danger sur tout ce qu'ils font. Et de l'autre côté, c'est de pouvoir libérer cette parole dans l'entreprise. Il n'y a pas de tabou chez nous. On se dit les choses, mais ça se fait dans le respect. Très bien. Géraldine, vous voulez compléter le propos ? Oui, je compléterai, puisque tout ce que tu as dit, Fabrice, effectivement, on le retrouve aussi sur les grands projets événementiels. Je prends toujours cette ligne conductrice. Peut-être pas pour exemple le groupe GL Events. Après, ce que je rajouterais, c'est qu'on essaye aussi d'anticiper le cadre attendu de nos futurs collaborateurs. C'est-à-dire que était évoquée la transparence aussi. Et dès la phase de l'entretien, par exemple, de recrutement, de plus en plus, finalement, moi je dis à mes équipes et aux managers, soyez transparents, soyez concrets. L'entretien descendant du CV, le CV on l'a, du collaborateur, donc on va plutôt leur dire, on va être dans l'échange. Et là on évoque le cadre attendu du candidat et l'expression du cadre qui l'attend finalement aussi. Et ça c'est super important, et on a des feedbacks assez intéressants là-dessus, pour finalement ensuite suivre la période d'intégration. Et là, dès l'intégration aussi, on joue la carte de la transparence. La carte de la confiance aussi, tu as évoqué les 3 mots, et le terme confiance était au centre. On dit souvent aussi, la confiance n'exclut pas le contrôle.
Et en fait, ça fonctionne avec les jeunes d'aujourd'hui. Ils nous le rappellent aussi. Il nous le rappelle aussi. Donc Emmanuel nous dira qui a dit ça, parce que moi, je m'en souviens plus. Voilà, bon, bah écoutez, nous, on le dit. On le dit sans prétention, mais c'est vrai que c'est une phrase qui marche bien et que tout le monde utilise finalement, toute génération. Et c'est une attente aussi. Je crois que madame qui était dans la table ronde précédente évoquait aussi que le cadre ou l'exigence managériale pouvait être demandée. Donc voilà, c'est ce que je compléterai de ton propos, Fabrice. Alors, dans la salle, peut-être des questions? Oui. Bonjour à tous. Donc Alain Cusin, directeur de l'Office de tourisme des Contamines Montjoie en Haute-Savoie et puis aussi intervenant dans le master CEST. Alors, en fait, c'est une question, une remarque. En fait, nous, comme dans beaucoup de stations, on n'a pas forcément le problème du rapport au travail des jeunes, puisqu'on n'a pas de jeunes qui veulent vraiment travailler. Il n'y en a plus. C'est vraiment une réalité sur un territoire petit comme les Contamines Montjoie. On n'a plus vraiment de jeunes, c'est les seniors qui travaillent dans les supérettes ou dans les endroits où on recrute beaucoup, un peu moins dans les remontées mécaniques parce que ça demande plus d'être effectivement une problématique de sécurité. Donc ma question, c'est de savoir comment on peut faire revenir les jeunes dans nos montagnes en sachant qu'il y a énormément de problèmes de logement, ça coûte très cher. Et effectivement, vous avez abordé un peu ce sujet, Fabrice, sur cette problématique. Comment on peut faire pour attirer ce petit monde à revenir dans les montagnes et puis comment travailler justement pour les fidéliser, quoi. Bon, on anticipe un peu, c'est la troisième table ronde. Marque employeur et fidéliser les salariés. Mais on va quand même, Fabrice, profiter que Fabrice soit là pour écouter sa réponse. Alors, sur le logement, il est clair que là, c'est un gros chantier qui est mis en place par l'ensemble de DSF, hein, qui est la branche professionnelle. On est en train d'essayer de travailler avec la CDC, la Caisse des dépôts, pour avoir des statuts sociaux du logement et non pas de la personne qui va y loger. Donc, c'est sûr que là, vous bousculez des lignes. L'État français, quand il a pris une ligne, pour lui faire bouger la ligne, on cavale, on transpire. Mais il est clair que ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on construit nous-mêmes maintenant des logements et on se substitue à ce que faisaient avant, j'allais dire, les offices HLM et autres. On construit des logements pour les saisonniers avec des rendements évidemment en essayant d'être le plus inférieur possible pour avoir des loyers qui sont à la hauteur de ce que l'on paye nos collaborateurs et qui sont déjà au-dessus d'une certaine moyenne. Ça, c'est la première chose. Et les jeunes, la problématique que l'on a, c'est que le deuxième combat qu'on est en train de mener, c'est que nos jeunes n'ont pas forcément les moyens de se payer le forfait saison tel que pourraient se le payer les gens des villes, Paris, Lyon, enfin nos clients, hein, Paris, Lyon, Marseille, et puis les étrangers. Donc on est en train de travailler vis-à-vis de l'État pour avoir des possibilités pour les locaux de retrouver des opportunités de pouvoir faire du ski. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est qu'à partir du moment où on fait skier un enfant en montagne, on lui donne l'amour de la montagne. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, ils ne seront pas tous champions du monde, mais ça, c'est pas très grave. Ils peuvent être moniteurs, ils peuvent être aux remontées mécaniques, ils peuvent être pisteurs, ils peuvent être dans les supérettes. Mais ils ont pris l'habitude de vivre en montagne et de se réapproprier la montagne. Et ça, c'est tout le travail qu'on est en train de faire. Et c'est super compliqué, parce que je suis d'accord. Aujourd'hui, sur l'ensemble de nos collaborateurs, on a une grande partie qui vient de Nantes, de Lille, ailleurs, mais on perd nos enfants de la montagne et de leur faire comprendre qu'on peut être électricien, ingénieur ou ce que l'on veut, directeur financier dans une société de remontée mécanique en montagne. Mais c'est vrai que c'est un combat qu'on mène. Il y avait une deuxième question juste à côté. Oui, c'était pour dire que j'ai bien aimé la première présentation qui montrait que parler de génération, ça peut être illusoire. Mais il y a un truc que j'ai envie de souligner quand même, c'est que ma génération, nous, le dérèglement climatique, les conséquences du dérèglement climatique, on va les percevoir de manière directe, contrairement à vous. Dans le futur, on va vraiment... Merci. Encore mort. Hein. On va essayer de tenir un peu. Hein. Ça va vraiment nous impacter. Et du coup, en termes de management,
Quand je vous entends parler qu'il est important de garantir quand même l'aspect économique, je me demande si c'est pas un peu le mauvais angle d'approche quand on sait que nous, les conséquences du dérèglement climatique vont avoir des répercussions économiques beaucoup plus graves que si on conçoit un nouveau modèle de société où, par exemple, on organise une décroissance organisée, plutôt que de vouloir continuer perpétuellement à prôner une croissance avec des dynamiques de RSE dans les entreprises. Moi, personnellement, j'ai plus l'impression que c'est un piétinement plutôt que de réelles avancées. Et si je veux pouvoir avoir un impact dans mon travail plus tard, j'ai l'impression que la seule solution, ça serait de travailler dans une association, parce que là, l'impact et l'engagement seraient réels, plutôt que dans une entreprise où on veut mêler plusieurs aspects, alors qu'en soi, si on ne se consacre pas essentiellement à l'environnement, les conséquences économiques seront pires à l'avenir. Alors, je ne pense pas que la question est dirigée vers moi, donc. Mais je vais prendre. Enfin, je voulais vous dire que le changement climatique, c'est pour tout le monde, hein, même pour nous. Simplement, moi, je me permets de dire ça. Mais il y a aussi un élément qui est important, c'est qu'effectivement, on est dans une région où économiquement, c'est très important. Moi, j'ai été 20 ans à l'Université de Savoie et j'avais proposé un projet sur les conditions de travail des travailleurs saisonniers, puisque je me suis toujours intéressé à ces questions-là. Et quand je l'ai soumis dans mon université, on m'a dit il y a 2 choses sur lesquelles tu n'auras aucun financement. C'est les conditions de travail des saisonniers, alors c'était il y a 20 ans, hein, et la neige de culture. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un territoire où c'était stratégique et que les financeurs n'étaient pas d'accord pour financer ce genre de choses. Je pense que les éléments ont évolué maintenant. On a pris conscience qu'il y avait des questions qui étaient essentielles. Moi, celle qui m'intéresse principalement, c'est celle des conditions de travail, parce que je pense qu'effectivement, la question qui se pose sur l'attrait des métiers de la montagne, elle passe aussi par cette question-là. Alors on voit qu'on peut la travailler par l'attrait de la montagne, du ski, etc. Mais il faut aussi réussir à pouvoir proposer les conditions de travail qui permettent un bien-être global. Et on s'est aperçu que dans ces configurations-là, ce n'était pas facile à mettre en place. On l'a vu avec ce que vous exposiez, la pression sur le foncier, tous ces éléments-là, on voit que c'est très compliqué. Et une question qui était complètement accessoire est devenue une question centrale. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on a perdu 25 ans sur ces questions-là. Du coup, Emmanuel a répondu à une bonne partie de la question. Moi, je trouve merci pour la question commentée, du coup, que je trouve très intéressante. Et elle l'avait déjà été lors de la table ronde précédente, il me semble, que tu avais posé aussi une question. J'ai plutôt envie de rebondir en disant, est-ce que c'est une conviction que tu as dans ton propos, ou est-ce que finalement ça te pousse aussi à vouloir aller dans les entreprises pour partager ton avis intéressant, motivé et clair d'ailleurs. Donc je tempérerais en disant c'est vrai qu'on voit un engagement fort des associations, mais aujourd'hui, moi je suis agréablement surprise par l'engagement fort, innovant, en tout cas pour mon groupe, le groupe dans lequel je travaille, par business unit aussi. Bien sûr, peut-être qu'à l'échelle du groupe, on n'a pas la même impression qu'on peut le percevoir à l'échelle d'associations, de coopératives, de chambres du commerce, de PME. Par contre, nous, c'est vraiment une question clé, stratégique, engagée avec des collaborateurs impliqués sur ce sujet-là. Et pas que animés par l'aspect économique qu'il y en a derrière. Et d'ailleurs, RSE veut dire beaucoup de choses. Et bien pareil, c'est comment dire, c'est pas démultiplier, c'est vraiment préciser dans ces différents aspects. On va avoir une business unit qui bosse sur une partie de la RSE. On a une autre business unit qui bosse sur le traitement des déchets. Il y a des référents. Donc il y a vraiment des choses qui se mettent en place par des idées innovantes, qui sont processées, qui sont organisées, qui sont cadrées, contrôlées. Parce qu'on parlait de la réglementation et du cadre qui en découle. Aujourd'hui, on a un cadre, on a une réglementation aussi. Et si je prends l'exemple pour les Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, il y a tout un tas de sujets divergents, tout un tas d'avis. Bien sûr, c'est normal aussi, c'est la liberté d'expression actuelle. Mais par contre, c'est aussi cadré. Et il y a des attentes, il y a des enjeux, il y a des obligations derrière. Donc moi, je pousse les jeunes d'aujourd'hui qui ont ces avis, ces opinions aussi à les partager déjà. Mais après, à se dire, quelle solution j'ai envie d'apporter ?
Alors de notre côté, je suis complètement dans l'axe de ce qui a été dit. L'économique nous permet effectivement d'anticiper et de faire un certain nombre de choses. Par exemple, au sein de l'entreprise, nous, on a un observatoire environnemental. C'est-à-dire qu'on a tout au long de la saison, tout au long de nos saisons, on surveille la flore, on surveille la faune, on surveille l'eau, les ressources d'eau, on surveille toute la partie bruit, parce qu'il y a ça aussi, toute la partie vol des oiseaux, ainsi de suite, qui nous permet d'avoir une vraie vision de nos domaines. Donc, ce qui est très important, c'est de comprendre que nous, on vit depuis toujours dans nos montagnes et que si les premiers à vouloir les protéger, c'est bien ceux qui en vivent. Loisan, c'est 110 000 personnes. Faire vivre 110 000 personnes, c'est faire vivre tout un écosystème quand même qui est important, avec des services publics, des écoles qui vous permettent d'être ici aujourd'hui, de vous transporter dans les différents lieux, des médecins, des pharmacies. Enfin, c'est tout un écosystème. C'est ça, quand je parle d'économique, c'est de dire on fait vivre un écosystème. Remettre tout le monde en ville aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit la première des réponses. Ça, c'est la deuxième chose. Je vais vous donner juste un exemple. Le glacier des Deux Alpes est le plus grand glacier skiable d'Europe. Super. Pourquoi ? Parce que tout au long de l'hiver, on stocke de la neige naturelle et on récupère la neige qui part avec le vent. Et dès que le soleil vient taper sur la glace, c'est ça qui fait fondre la glace. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On remet la neige sur le glacier pour avoir ce fameux manteau neigeux qui nous permet de protéger la glace. Si on ne fait pas ça depuis les 10 ans ou les 15 ans qui viennent, le glacier, il ferait le tiers de ce qu'il fait aujourd'hui, ce qui est une de nos ressources d'eau. Voilà. Donc ça, je pense, c'est des choses qu'il faut savoir expliquer et comprendre. Ce n'est pas parce qu'on travaille sur un glacier qu'on le détruit. Au contraire, nous, on est plutôt en train de le protéger. La neige de culture, ce n'est pas un gros mot. La neige de culture, elle permet de préparer la terre à l'acceptabilité de la neige fraîche, ce qui fait qu'elle reste, et qu'on arrive à garder aujourd'hui, jusqu'à fin avril, de la neige. Ce qui était dans les cycles précédents, le réveil normal de la nature dès fin avril. Donc là, aujourd'hui, on arrive à le garder et la faune et la flore continuent de se développer normalement sur les domaines que l'on arrive à protéger avec de la neige de culture. Ce n'est que de l'eau et de l'air. Et en plus, on arrive à retenir de l'eau en altitude qui nous permet d'avoir des alpages, qui nous permet d'engazonner l'ensemble des pistes. Ça veut dire que quand vous arrivez dans un univers, et ça se fait dans la plupart des grandes stations qui sont en altitude, vous êtes dans un univers vert parce qu'on a été replanté. Et même, on recrée une biodiversité qui n'existait pas, l'androsas, ainsi de suite, qui revient parce qu'on remet, j'allais dire, de l'environnement dans chaque geste. Et je pourrais vous en citer plein des exemples comme ça. On n'a plus de dameuses avec du GNR, du gasoil. Tout est passé en huile végétale organique. On rétrofit tous nos 4x4 en électrique. Donc, on est véritablement rentré depuis longtemps dans ce domaine-là. Et je pense que je respecte ce que vous pensez, mais le problème, c'est que nous, on ne communique peut-être pas assez sur tout ce qu'on fait et on n'arrive pas à s'échanger les vérités de ce qu'est la vraie vie en montagne aujourd'hui. Une autre question derrière. Merci. On reviendra, voilà. Moi, j'ai juste une question un peu plus légère. En fait, il y en a deux. Il y en a une un peu particulière. De quel sport, je m'adresse à Géraldine, de quel sport vous venez ? Et quand vous avez parlé tout à l'heure de votre intervention du nombre de collaborateurs que vous aviez, et à un moment donné, vous avez parlé de côté familial. Et vu l'ampleur, je voulais savoir quel process vous mettez en place justement pour garder ce côté familial. Et j'ai oublié de me présenter. Je suis Benjamin Agnel, je viens de la métropole et je suis responsable de la patinoire Pôle Sud. Eh bien, enchantée et merci pour la question. Donc moi, je suis basketteuse au départ. J'ai fait toutes mes études de droit en même temps que je jouais au basket à Villeurbanne. Et en même temps que dès que je pouvais, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont emmenée au ski toute petite. Donc en dehors du basket, dès que je pouvais, je partais dans les montagnes pour skier. Mais mon sport de prédilection est le basket. Et donc pour la deuxième question, le groupe familial, effectivement... Pour la petite histoire, Olivier Ginon, donc avec deux potes dans un garage de la Croix-Rousse à Lyon, a justement eu l'idée de faire de la gestion de site. Comment aujourd'hui, alors en dehors du fait que c'est un groupe lyonnais familial, puisqu'il y a beaucoup de membres de la famille de Monsieur Ginon qui sont dans le groupe, je dirais que parfois on se dit on est dans un grand groupe de plus de 5000 collaborateurs. On a beaucoup de personnes qui ont démarré en stage, en fait, dans le groupe,
Moi, j'ai le directeur de GL Events Live Brésil qui a démarré justement, alors c'est sans faire concurrence, mais il y a plusieurs écoles dans la région, donc à l'OME, qui était sur Grenoble justement, et donc qui a démarré son stage chez GL Events. Et en fait, j'ai tout un tas d'exemples comme ceci. Et je dirais que le côté familial se retrouve par l'accessibilité qu'on a un peu tous entre nous. Qu'on soit un monteur de structure, qu'on soit assistant d'exploitation sur nos plateformes, qu'on soit sur les grands projets internationaux, qu'on aille faire les Commonwealth Games en Australie pour revenir finalement parce qu'il y a les championnats du monde de ski, et bien finalement, je trouve que l'esprit familial se fait ressentir parce qu'il y a une accessibilité entre les générations déjà qui est forte. Et comment elle s'exprime? On va vous dire, déjà quand vous rentrez dans le groupe, moi, quand j'ai eu mon entretien de recrutement, je me souviendrai toujours, j'ai le directeur qui me dit, alors il y a plusieurs choses importantes, ou en tout cas ils attachent une importance forte. Un, c'est la santé des collaborateurs. Ensuite, moi je m'attendais à ce qu'ils me disent justement sur l'aspect professionnel, il me dit 2, c'est la famille du collaborateur. Et ensuite, 3, c'est le travail. Et en fait, on reprend tous ces propos et on le perçoit. Aujourd'hui, c'est très important. On a un collaborateur. Alors, bien sûr, c'est mesuré, c'est un minimum cadré, mais c'est ce qui fait que ça implique de la confiance. Il y a un collaborateur, ce qui est normal, qu'il ait un souci de santé. L'objectif, c'est qu'on l'accompagne. L'esprit de famille, il est important. Le fait que les collaborateurs se sentent bien dans leur famille, et un bien-être dans leur vie privée, en tout cas, sans être dans l'introspection de la vie privée du collaborateur. Mais en tout cas, moi, je ressens que c'est important. Et du coup, ces valeurs sont assez fortes. C'est en ça que je disais que le groupe est assez familial. Et du coup, on le retrouve aussi par l'ancienneté des collaborateurs, finalement. Et les jeunes sont parfois surpris de ça, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a une certaine pudeur du partage, où ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas la vie privée d'autrui, bien au contraire. Mais voilà, c'est ces exemples que j'espère que ça répond à la question, mais que je peux vous partager. Merci Géraldine pour cette réponse. On me fait signe qu'il y a énormément de questions, donc on prend la suivante s'il vous plaît. C'est une question Internet, merci. Et après, je ne vous ai pas oublié, monsieur, vous m'avez fait signe. Alors, une question sur le chat de la part de Clément Havard, ancien étudiant de la promotion du Master CEST. Il dit « On parle beaucoup d'intégration des jeunes et il se demande s'il n'y a pas un paradoxe entre l'offre disponible sur le marché du travail, avoir entre 5 et 10 ans d'expérience, et les discours des entreprises qui disent « on veut des jeunes ». Emmanuel, vous voulez commencer par répondre? Si vous voulez, mais moi je ne suis pas employeur, donc ça va. En ce qui me concerne, je peux dire n'importe quoi. D'où la parole est libre. Je ne suis pas tamisé par la réalité, donc c'est beaucoup plus pratique. Non, je pense que en fait, la question, c'est tout simplement en matière de recrutement, la question qui se pose, c'est comment on valide des compétences. Et le problème de la validation des compétences, c'est que c'est rarement mieux fait que dans l'exercice concret de l'activité. Et donc, c'est plus simple pour un employeur de recruter quelqu'un qui a déjà manifesté ses compétences. Et je pense que ça fait le lien avec ce que vous disiez sur recruter des stagiaires. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils ont des compétences et à partir de ce moment-là, on peut les recruter. Mais on voit que c'est compliqué et qu'effectivement, ce n'est pas simple. Votre collègue a raison, c'est très compliqué pour les jeunes diplômés de pouvoir intégrer les entreprises de ce fait. Ça demande, déjà nous on a retiré toutes ces notions d'expérience et autres, mais ça demande d'avoir une vraie map de l'entreprise, entre nos seniors, nos experts et nos juniors, et quelle capacité a l'entreprise de pouvoir former des juniors. Donc on axe beaucoup sur l'apprentissage, beaucoup sur les stagiaires, mais en même temps, dans chacun des métiers, on essaie d'avoir une vraie map en disant, voilà, on a tant de seniors, tant d'experts, donc on est capable de pouvoir aller chercher beaucoup de juniors pour les former, puisque on est conscient que c'est ce que tu disais tout à l'heure, les générations arrivent les unes derrière les autres et notre job, c'est d'avoir une vraie vision de la courbe des âges et de la courbe de l'expertise de l'entreprise. Mathieu, votre question. J'ai une question pour Emmanuel. Dans la présentation, vous dites, en gros, vous ne croyez pas aux effets de génération, mais il y a des effets d'âge. Pour moi, une génération, c'est quand même une classe d'âge, donc je voudrais comprendre la différence que vous faites. Et deuxième chose, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui se joue au niveau de la socialisation primaire? Parce que quand on est des jeunes générations, qu'on est né après les années 90, soit on a grandi dans un monde anthropocène où on a beaucoup entendu parler de dérèglement climatique,
soit on grandit aussi avec un smartphone à la main et donc connecté, où on vit l'école, au collège, etc., où on est un peu aussi à la merci des réseaux sociaux. Donc est-ce que ça ne change pas aussi le rapport au monde? Et donc est-ce qu'il y aurait la place pour un troisième modèle, finalement, peut-être, qui serait celui, je ne sais pas, de la bifurcation, comme l'a un petit peu aussi évoqué tout à l'heure ou illustré tout à l'heure monsieur. Et est-ce qu'au niveau des entreprises, vous seriez prêt à intégrer des jeunes qui voudraient avoir un rapport au travail où ils souhaiteraient que ce rapport au travail puisse bifurquer, notamment sur la transition écologique? Alors la première partie de ta question me concerne et pas la dernière. Donc sur la première partie, quand je dis qu'il n'y a pas de... C'est plutôt des effets d'âge. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, il y a une dimension qui est importante, c'est de dire j'ai besoin d'une entreprise qui mobilise mes compétences. Et on sait que cet élément-là, c'est un élément différenciant. C'est un des rares éléments différenciants de l'étude de Pichot. Et qu'effectivement, c'est normal de voir qu'il y a des différences sur cet élément-là, parce que ceux qui ont une expérience, c'est ce que j'appelle l'effet d'âge, moi, ceux qui ont une expérience dans l'entreprise, eux, ils ont déjà été confrontés à cette question du recrutement des compétences. Ce que je voudrais dire aussi, et je voudrais juste faire une petite parenthèse en passant, c'est que je pense qu'il y a des différences qui sont énormes et on a tendance à globaliser en une position moyenne. Mais je crois que, voilà, je parle à beaucoup d'économistes, donc je vais faire attention à ce que je vais dire, mais je crois qu'il faut faire très attention parce qu'on a une quantité industrielle de marché du travail différent. Et que finalement, il y a des populations de personnes qui vont rentrer sur le marché du travail, diplômées, qualifiées, ayant des compétences, etc. Et je crois que ce n'est pas le même challenge que pour des populations qui sont, à l'inverse, qui sont peu qualifiées, etc. Et je crois que dans l'entrée dans les entreprises dont on a parlé tout à l'heure, cette prise en compte, il faut qu'elle soit globale. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement du durable, mais c'est aussi du sociétal global, en se disant comment on va faire aussi pour intégrer les différentes catégories, sachant qu'on a une variété extrêmement importante de qualifications, etc. La moyenne, en fait, a guère de sens sur ces dimensions-là. Je vous laisse compléter la dernière partie de sa question. On en parlait en aparté, on est complètement d'accord, puisqu'on a, dans les générations qui nous rejoignent, la problématique, et je le disais tout à l'heure dans la présentation et tu l'as redit, la notion d'entreprise citoyenne, elle est au cœur de tous les recrutements. Et on a, quand vous avez, nous, on a des guides, dans tous nos métiers, on a des guides, on a nos pisteurs donc, qui viennent de différents univers de montagne, par exemple, tous les gens des remontées mécaniques. Donc, obligatoirement, la montagne, ou tout au moins l'écosystème qu'ils connaissent et qu'on connaît, parce que je ne parlerai pas des campagnes et autres que je connais beaucoup moins bien, évidemment, est au cœur de toutes les décisions qu'on prend dans l'entreprise. Donc, on a même un groupe de travail qui fonctionne et qui bouscule, qui vient bousculer peut-être quand on décide d'une action, d'une nouvelle remontée mécanique et autres. On a un observatoire environnemental, comme je vous l'ai dit. C'est composé de ces gens-là, qui sont pour certains des scientifiques, pour d'autres des gens qui sont venus par leur propre formation, des guides et autres. Et donc, c'est toujours travailler dans ce sens-là. Et le challenge, à partir du moment où on n'est pas face à du dogme, on peut discuter. Le problème, c'est le dogmatique. Et on a face à nous, des fois, des murs en disant, de toute façon, c'est comme ça. Donc là, on ne discute plus, on passe à autre chose. Mais tant qu'on peut discuter, échanger et modifier même nos convictions ou même l'action qu'on voulait mener, l'entreprise est ouverte à ça puisqu'elle vit de la biodiversité. Je crois que Pierre, tu avais une question. Et aujourd'hui à la retraite. Plutôt pour Emmanuel, mais même si bien sûr Géraldine et Fabrice peuvent réagir. Tu as évoqué cette évolution du contrat social, j'allais dire, entre entreprises et les salariés. Est-ce que cette évolution pour toi elle est inéluctable, ou est-ce qu'à un moment les entreprises vont prendre conscience ou vont voir leur intérêt dans le fait de revenir en arrière? Est-ce qu'il n'y a pas un mouvement de balancier envisageable? J'y pensais, y compris par rapport aux entreprises régionales. Une entreprise, je ne sais pas, comme pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire régionale, comme Merlin-Gerin, qui est devenu Schneider. Merlin-Gerin, une entreprise très paternaliste, avec une culture très forte rattachée à ses employés, à sa formation interne, etc., qui est devenue Schneider aujourd'hui, entreprise mondialisée, avec un certain nombre de défauts qui apparaissent y compris dans la presse. Est-ce qu'on a la sensation que ça peut revenir en arrière, ou est-ce que
attitude des entreprises et du coup réaction des jeunes salariés très peu attachés et qui sont prêts à beaucoup de mobilité. Est-ce que c'est inéluctable? Je ne sais pas, ton regard par rapport à ça. Je pense que le mouvement est profond, mais qu'il est réversible. Simplement, ce que je veux dire, c'est que je crois qu'on est imprégné, le fonctionnement des entreprises est imprégné profondément par le passé, en fait. Et le passé récent. Je ne parle pas du passé de 40 ans, le passé récent. Et donc, rien que justement cette question de marché du travail dont je parlais à l'instant a un impact extrêmement important sur cette question-là. La réforme des retraites a une importance considérable sur ces questions-là. Les pratiques de RH, on sait très bien que nos pratiques de RH, moi je suis bien placé, je m'occupe d'un master RH, donc je suis bien placé pour en parler. On sait très bien que nos pratiques RH ont été vers de plus en plus d'individualisation. Donc on confiait finalement aux individus un ensemble de choses et se sont occupés de piloter, d'évaluer les individus et moins les parties collectives. Donc après, on en a les conséquences. C'est-à-dire, on a dit aux individus, on va s'occuper de votre carrière, de votre formation, etc. Et on a un peu oublié qu'il y avait des collectifs derrière et du fonctionnement de l'organisation derrière qui devaient être assurés. Et après, on passe à la caisse. C'est-à-dire que les individus disent, ben ouais, vous avez considéré que j'étais un individu, mais je suis un individu libre. Et donc, je vais choisir, puisque le marché du travail a évolué, je vais choisir d'aller ici ou là. Et en fait, il y a un rapport de force aussi qu'il faut bien voir, qui a considérablement changé. Vous en parliez, je ne sais plus si c'était vous ou le collègue dans la présentation précédente. C'est plus la même chose. Maintenant, si c'est vous, vous disiez, on remercie les gens d'avoir accepté de venir chez nous. Aujourd'hui, on a des étudiants qui ont plusieurs propositions de stage. Et puis finalement, on a des entreprises qui essayent de séduire nos étudiants parce que ça les intéresse, etc. Et qui sont étonnés quand un étudiant leur dit non. Mais c'est parce qu'ils sont dans le modèle précédent. L'étudiant, lui, il est dans le modèle actuel et il dit moi, je vais au plus offrant. On m'a toujours dit que c'était comme ça que ça devait marcher, de l'autre côté. Et maintenant que c'est plus favorable pour moi, pourquoi j'en profiterai pas? Et c'est parfaitement légitime, me semble-t-il. Mais je pense que c'est réversible. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, on a des mouvements du type de celui que vous avez indiqué. C'est-à-dire, on s'aperçoit qu'on a un déficit de main-d'œuvre. On a vu des tas d'exemples à ce propos, avec des entreprises qui se disent il faut qu'on attire des jeunes. Comment on va faire pour les attirer? C'est la question de la table ronde suivante, donc je ne voudrais pas polluer. Mais qui se mettent finalement à avoir des pratiques qui ressemblent à celles du paternalisme des années du début enfin, il y a un siècle ou un siècle et demi, qui se mettent à refaire du logement, ce que vous faites, qui se mettent à reproposer un ensemble de conditions sociales pour leurs salariés, qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a connu au début de l'ère industrielle. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Rentrer dans le détail de la politique de GL Evans par rapport à ça, ça prendrait peut-être un petit peu de temps, mais je serais plutôt courte en disant que, sans être autant dans le détail social ou sociétal ou économique, je laisse l'expertise et l'expérience d'Emmanuel sur ce propos, mais vous dire que c'est irréversible, non, je suis plutôt d'accord sur le fait qu'on peut se nourrir de ce qui s'est passé, pour projeter l'avenir et vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, l'exemple de l'étudiant qui arrive et qui a une multitude d'offres, moi, je suis plutôt, par contre, oui, les entreprises, et j'y suis confrontée, parfois, on fait l'entretien, on a l'impression qu'on est plus en train de se vendre que le candidat. Mais alors ça, c'est une réalité où il y a un moment, moi, je suis... Et on utilise WhatsApp pendant les entretiens, par exemple, pour prendre... je suis avec mon manager et... On a le candidat et on se fait un petit WhatsApp et on se dit mais on est en train de faire notre propre plaidoirie en fait là. Et je rebondis simplement sur cet exemple, mais et finalement d'un coup on donne une autre tournure. On est aussi responsable de cela en fait parce que l'étudiant ou le candidat ou celui qui est alumni plutôt comme on dit quand on a deux ou trois années d'expérience, qui finalement est tellement agile. L'axe qu'on va donner à l'entretien ou à l'échange, il va s'y adapter aussi. Donc je pense qu'on est tous aussi, enfin, je ne sais pas si tu partages, mais en tout cas, on est tous aussi un petit peu responsables de la tendance qu'on va amener à plus ou moins grande échelle.
Voilà, ma réponse est globale tout en étant concrète, mais c'est mon avis en tout cas. Monsieur, votre question? Merci. Émilien Hugon pour la structure Idéal qui organise des événements sportifs. Avant ma question, je voulais juste faire un petit aparté sur la question de l'étudiant tout à l'heure, CEST, qui a été posée, qui me paraît important. Le réchauffement climatique sera subi pas de la même façon par tout le monde, notamment la génération Z qui va connaître des augmentations de température d'environ 2,5 degrés, alors que la génération X aura connu environ 1,5 degré entre sa naissance et sa mort, et 1 degré, on sait que c'est important, donc ça me paraissait important de rappeler ces choses-là. Ma question, pour revenir sur le sujet, c'était, je vous ai trouvé assez rassurant sur les clichés qui persistent sur les jeunes qui ne veulent pas travailler, qui n'ont pas la réalité des entreprises, etc. Non, donc c'est une bonne chose que ce soit rassurant, mais ça reste bien présent quand même aujourd'hui, avec des propos des remarques qui ne sont pas forcément motivantes, même si on arrive à accéder à l'emploi, des remarques qui ne sont pas motivantes, manque de confiance, un peu trop de contrôle par moment. Comment on peut changer ces mentalités de la part des employeurs pour que ces clichés, qui, vous l'avez dit, ne semblent pas vrais, ou du moins ne sont pas liés à des générations, disparaissent? Alors, après, c'est très personnel dans sa façon de manager ou dans ses propres convictions. Moi, le jeune feignant, je ne le connais pas, j'en ai pas. Donc voilà, alors il y a des vieux feignants, hein, je peux vous le dire, j'en ai connu, qui étaient jeunes comme moi d'ailleurs, à un moment, à une époque, et qui sont devenus vieux, mais feignants comme ils l'étaient au départ. Donc c'est pas vraiment ce qui nous motive. Ce qui nous motive, c'est véritablement la motivation. En fait, le vrai travail, quand on est, c'était dit juste avant et ça a été redit, on est en entretien, oui, on essaie de séduire. Maintenant, on est dans une notion de séduction, de dire voilà, l'entreprise, elle a ça, voilà ses attraits, voilà ses possibilités, et voilà son avenir, et voilà comment on la voit. Et en fonction de ça, on regarde la motivation plutôt de la personne qui se dit ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Et donc c'est pour ça que je ne juge pas feignant ou pas feignant. Ensuite, quand les jeunes rentrent chez nous, je ne pourrais pas dire que cette jeune génération n'a pas envie de travailler. Je mentirais ou je ne sais pas. Mais on a une vraie motivation. Mais aussi, une fois encore, c'est à l'entreprise aussi quand même d'avoir ce travail de motivation, d'entretien de cette motivation, de considération des gens qui nous reçoivent, peu importe qu'ils soient à 60 ans ou à 20 ans ou à 22 ans quand ils nous rejoignent, peu importe qu'ils soient qualifiés ou pas. Chez nous, l'accueil doit être le même. On a des gens non qualifiés qui disent bah voilà, j'ai été déscolarisé et j'ai envie de travailler en montagne. Alors c'est sûr qu'on ne commence pas par leur donner la conduite d'un télécabine, mais c'est des gens qu'on va former à l'interne. Et là aussi, une fois encore, on voit bien l'état de motivation. Donc moi, j'ai plutôt envie de dire, ce que j'essaie de voir avec tous nos managers, c'est l'état de motivation de nos équipes. Et quand quelqu'un se démotive, et ça, c'est pas un philosophe qui le disait, c'est Onesta, le grand entraîneur de handball, qui disait avant de parler de remotivation, essayez de ne pas démotiver vos équipes. Et ça, moi, c'est une règle de jeu. C'est ne pas démotiver les gens, donc on les motive. Comme ça, on n'a pas besoin de les remotiver. Voilà, c'est plus ça dans lequel on s'inscrit. Après, d'autres ont des convictions, et là, ça devient très compliqué. Mais je pense qu'on est en train de prouver, puisque ça fait plusieurs fois qu'on l'entend aujourd'hui, que ces a priori sur la jeunesse, moi je trouve, ils sont en train de régresser doucement. C'est un sentiment personnel. Il y a peut-être un autre point que je voudrais compléter, c'est aussi, bien sûr, il y a la motivation, mais finalement, on se retrouve aussi confronté dans les échanges, pas que au moment de l'entretien. On vient de démarrer dans une entreprise, ça fait 6 mois, et puis on se dit en fait non. Et je parlais de la phase d'intégration. Je trouve qu'il est aussi important de poser la question aux jeunes, ou même aux moins jeunes, en fait, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu sais ce que concrètement tu as envie de faire? Et parfois, en fait, en posant cette question, on va nous répondre, non, en fait, j'en sais rien, j'ai envie de faire un peu de gestion de projet, j'ai envie de faire... Il y en a, ils vont arriver, ils vont dire, moi, j'ai envie de faire de la menuiserie. C'est très concret. Il y en a d'autres, beaucoup moins. Et c'est vrai que je partage ce que tu peut-être peux évoquer, c'est attention de ne pas se tromper. C'est pas parce qu'une personne ne sait pas ce qu'elle a envie de faire qu'elle est feignante, ou qu'elle est nonchalante, ou qu'il faut plus s'en soucier pour autant. Alors bien sûr, on ne peut pas faire que de l'individuel non plus. Donc il faut essayer de l'accompagner pour lui dire, en fait, on va t'inscrire dans le collectif. Et puis, il y a aussi, à un moment donné, il y a une prise de risque. C'est qu'à un moment, la prise de risque, elle vient de soi aussi, c'est de se dire allez, je me lance. Et souvent, les jeunes, je trouve, ils sont pas feignants parce qu'ils se lancent, parce qu'aussi ils se disent si ça me plaît pas, j'aurais pas de souci à changer. Ça leur fait pas peur.
Donc voilà, mais derrière, on peut être motivé. Par contre, derrière, c'est important aussi de se dire, parfois, il faut aussi accompagner sur le concret, en tout cas, et ce qu'on peut leur apporter. Oui. Moi, je suis de la génération W. J'ai débuté ma carrière professionnelle en même temps que le plan neige. J'ai vécu dans ce milieu beaucoup. J'ai de la chance d'avoir encore aujourd'hui une mission de tutorat dans une station de ski. Mais pour ce qui est de l'embauche des jeunes, ça répond un peu à la question aussi qui était posée sur Internet. Il faut savoir qu'une structure comme DSF, qui représente l'ensemble des stations de sport d'hiver, a recruté auprès des gens de mon âge des gens pour aller dans les conférences au niveau des collèges, au niveau des lycées, au niveau toutes les demandes qui sont faites pour vanter ces métiers des stations de ski. On a un énorme handicap, ce que disait Fabrice Boutet sur la saisonnalité, qui est liée à la saisonnalité du travail. 80-90% des gens qui travaillent dans ce milieu du tourisme en montagne ont un travail saisonnier, parfois bisaisonnier. Et c'est cette activité qu'il faut arriver à développer. Mais aujourd'hui, les structures professionnelles manquent de candidats. Alors rassurez-vous, allez-y en force. Vous avez les moyens de le faire. Merci pour votre apport. Et je crois qu'il y a encore une question en haut. Ah, c'est un apport. Eh bien, nous prenons également. Et n'hésitez pas à me faire signe s'il y a des questions Internet. On n'oublie pas nos amis internautes. Oui, c'est un apport pour dire aussi qu'à la patinoire, on a des vieux feignants et des vieux motivés, très motivés. On a des jeunes feignants et des jeunes très motivés. Donc il y en a dans les catégories W, X, Y, Z. Et je crois que la seule chose que j'ai pu retenir, c'est qu'on a une personne qu'on a accompagnée à la retraite qui avait 45 ans de vie dans une patinoire. Ça, je pense et c'était un technicien en plus, et je pense que ça, on ne le retrouvera plus. Et ça pose juste la question de la culture d'entreprise. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était très impliqué dans la vie, qui connaissait tous les tenants et les aboutissants, et que quand on a des personnes qui ne sont pas là souvent, alors le passé peut être un avantage ou un inconvénient, on peut le voir dans les deux sens, mais en tout cas l'implication, c'était quelque chose d'important. Il vivait la patinoire au quotidien, et c'est peut-être parfois cet investissement qu'on a du mal à rematérialiser avec des nouvelles personnes qui rentrent en entreprise, vieux comme jeunes. Merci. Je vois une question, un bras qui se lève. Oui, merci. Je m'appelle François Dallier, donc je suis co-dirigeant d'un petit groupe de 5 PME, dont l'une construit des remontées mécaniques notamment, donc pas mal intéressé par le sujet aussi des saisonniers. Et aujourd'hui, par rapport à la table ronde, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de réponses sur ces notions de génération, et j'ai eu pas mal d'éléments aussi qui ont répondu à mes questions. Mais j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit, notamment sur ce rapport d'engagement, sur la durabilité dans l'entreprise, parce que je me pose la question dans nos boutiques, même dans toutes nos activités, dans toutes nos organisations. Comment est-ce qu'on va aborder les gros challenges qui nous attendent et qu'on a su réussir dans les années passées avec des gens qui étaient engagés sur 40 ans, sur 45 ans dans les boîtes, avec des compétences, avec un rapport au travail qui est plutôt dans le zapping, dans le changement de carrière, dans le changement de métier, donc avec moins cette possibilité d'expérience. Et donc on est sur des gros enjeux. Hein. Je citerai généralement celui de l'environnement, parce qu'aujourd'hui je trouve que sociétalement on a à trouver des solutions là-dessus. Et donc, il faut absolument quand même qu'on retrouve un rapport au travail qui nous amène vers cet engagement, cette performance, et pas simplement à court terme. Et après, ça, on va dire plus concrètement, par exemple, on fait des remontées mécaniques, des appareils. On en fait en ce moment aux Deux-Alpes un important. Aujourd'hui, c'est difficile dans nos équipes de le faire avec des gens qui viennent consommer pendant 2, 3 ans, 4 ans, ou je ne sais pas si on peut dire consommer ce métier-là, parce que ça les intéresse, c'est fun. Et aujourd'hui, on n'a plus les gens qui ont 45 ans d'expérience, et on sait que dans les années à venir, on les aura difficilement, ces gens-là. Donc voilà, c'est un peu ce témoignage que je voulais apporter dans comment est-ce qu'on va réussir ces gros challenges. Merci François pour le témoignage et le teasing pour finalement la table ronde de cet après-midi, puisqu'on va parler de marque employeur et fidélisation. Moi, j'ai une question. Comment, pour vous,
Donc moi, en tant qu'enseignant, quand je vais dans voir les étudiants qui sont en stage ou en alternance, je vois aussi d'autres étudiants, des jeunes anciens étudiants, donc des jeunes nouveaux employeurs, vous y êtes là avec moi à midi et quart, et qui me disent « mais j'ai déjà l'impression d'être un vieux con ». Et dans quel contexte il me dit ça? Il me dit ça parce que voilà, dans le rôle, enfin dans le rapport entre guillemets, alors ce qu'on a appelé les nouvelles générations, voilà, où ils ne se retrouvent pas dans le même mode de fonctionnement. Donc là, moi, j'aimerais bien juste vous entendre rapidement. Là-dessus, on a vu que le rapport au travail était peut-être similaire, mais est-ce que ce n'est pas un savoir-être qui est en décalage? Géraldine parlait ils ont le téléphone scotché dans la main, et c'est comme ma fille, pareil. Hein. Et par contre, pour qu'elle me réponde à mes SMS, c'est l'horreur, quoi. Et ben voilà. Et ah oui, je fais des SMS. Même sur Insta, ça ne marche pas non plus, Nathalie. Donc voilà. Donc moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, sur finalement l'écart qu'on peut peut-être trouver, et peut-être plus au-delà du rapport au travail, mais sur un savoir-être et quelque part une culture d'entreprise ou une culture professionnelle, quoi, une stature professionnelle. Alors moi, je veux bien donner une première réponse. Je pense que le moment où ça se noue, c'est la phase de socialisation dont on a parlé. C'est-à-dire que cette phase, elle est essentielle et à mon avis, elle est trop peu travaillée au sein de nos organisations d'une manière globale. C'est-à-dire que les premières minutes, les premières heures, les premiers jours sont extrêmement importants pour essayer de créer quelque chose. Et je crois que pour peu qu'on réussisse bien cette phase, puis qu'ensuite l'organisation elle-même développe des conditions satisfaisantes pour les salariés, hein, ça se conçoit bien évidemment, et fournissent un minimum de bien-être, à ce moment-là, il n'y a pas de problème pour que les gens restent. Il n'y a pas de problème. Mais on le voit bien, moi je voudrais juste revenir sur une chose, c'est j'entends qu'il y ait moins de gens qui veuillent aller vers la montagne, etc., alors qu'on est dans une zone qui connaît bien la montagne quand même. Il faut quand même se poser des questions. Pourquoi des jeunes qui ont été confrontés à la montagne, à ces organisations qui travaillent en montagne, ne veulent pas y aller? C'est probablement qu'il y a quelques soucis dans ces organisations. Moi, je l'ai rencontré dans d'autres secteurs industriels où on avait des emplois à ne plus savoir qu'en faire et personne sur le bassin, malgré les formations, qui voulait intégrer ces entreprises. Ben oui, mais c'était les gens des entreprises elles-mêmes qui expliquaient à leurs enfants, à leurs neveux, etc., que finalement, il ferait mieux d'aller ailleurs. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'au départ, il y avait un vrai problème de conditions de travail. Dans ce secteur-là, une question de rémunération qui était très claire. Et que le marché lui-même avait bloqué les rémunérations dans ce secteur-là, exprès. Il y avait une entente. Et bilan des courses, ben, le secteur s'est cassé la gueule. Voilà. Donc je pense que le travail, il est la socialisation, puis la défense, la protection des conditions de travail et de bien-être des acteurs. Et on voit bien que ça, c'est global. Oui, je partage, puisque ça rejoint ce que j'évoquais sur la partie intégration. Et après, tu fais bien de le souligner, parce qu'en fait, on l'a pas tellement utilisé, ce terme de savoir-être. En fait, c'est central. Et je reprends l'exemple du grand projet, parce que dans ce grand projet sur lequel je travaille depuis 2 ans, j'ai toute génération. J'ai une personne qui a plus de 32 ans d'ancienneté, qui est le directeur de projet du contrat des overlays que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous retournez un site, tout ce qui tombe, c'est les overlays. Donc, il a fait plus de 9 Jeux olympiques. Mais plus de 9 Jeux olympiques, vraiment dans toute sa carrière. Et il a démarré en étudiant, en tout cas. Et ben, dans son équipe, il a toute génération. Et en fait, le savoir-être, il est principal. Et j'ai fait des entretiens avec lui, justement, quand il échange avec les jeunes, et ben, on se rend compte qu'il y a du savoir-être montant, du savoir-être descendant. Le jeune accompagne le plus ancien a une démarche de tutorat avec le plus jeune. On met en place des promos jump, c'est ce qu'on appelle, parce que et puis celui qui faisait partie de la promo jump devient un jeune tuteur de la promo jump qui suit. Donc en fait, le tutoiement, pareil, il y a quelque chose où moi je me souviens, on disait mais on vous voit quand on arrive en entreprise, on vous voit les plus anciens. Ben, aujourd'hui, ils nous disent de les tutoyer. Et pour autant, là, on est arrivé, c'est le premier truc qu'on s'est dit avec Fabrice ou Emmanuel. Je me suis fait la remarque, je me suis dit, mince, Emmanuel, j'aurais peut-être dû dire vous.
Mais en fait, non, j'ai dit tu. Et non, mais il y a une question peut-être parfois, et voilà, le savoir-être qu'on a par rapport à certaines pratiques et l'adaptation aussi qu'il faut qu'on ait. Donc moi, je ne parlerai pas de grand écart en tout cas, parce que j'ai plutôt envie de... Grand écart, ça sonne moins positif que impulsion ou accompagnement, et le savoir-être, c'est sûr qu'il est clé dans tout ça. Moi, juste en 2 mots, je vais revenir sur ce qu'a dit Emmanuel. Faut que la promesse qui est faite, elle soit tenue par l'entreprise derrière. Faut pas mentir. On ne sait pas faire, on sait faire, mais ça veut dire que l'entreprise doit avoir discipline derrière de tenir sa promesse. Sa promesse à l'embauche, sa promesse d'évolution, sa promesse. C'est ce qui est le plus important possible, à mon avis, dans une entreprise. C'est compliqué, mais c'est pour moi la seule façon qu'on a peut-être de fidéliser, d'intéresser et puis de motiver. Eh bien, merci, ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir suivi cette table ronde. On se retrouve à 13h45 sur la table ronde sur la marque employeur comme levier de fidélisation. Merci.